Hello tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Emma Bazar. Voilà, j'espère que vous allez tous très bien et que vous avez passé un bon début de semaine. Ici, bah ma foi, ça va. On est malgré la pluie qui revient. Alors oui, je sais, petite parenthèse, la pluie c'est essentiel, mais moi je n'aime pas ça. Parenthèse fermée. Voilà, sinon tout baigne. Cette vidéo va être un petit peu différente des précédentes, puisque comme je vous l'avais expliqué dans la dernière vidéo, il me semble, je vais faire une vidéo sur tout ce qui est épargne, ce qu'on appelle fonds de roulement, fonds d'urgence. Il y a d'autres termes encore qui sont techniques qui sont utilisés. Alors ça, clairement, ça va pas être la vidéo la plus fun. Il va pas y avoir énormément de couleurs, il va pas y avoir du billet, ça va être que du technique avec un support qui consiste à les feutres de mes enfants, un support aussi plastique sur lequel mes enfants utilisent en fait pour dessiner, et des feuilles de récup de dessin. Voilà. Pour autant, cette vidéo, je pense qu'elle est quand même essentielle pour tout le monde. Tout le monde va pouvoir s'y retrouver puisque je vais essayer de vous expliquer la manière la plus simple possible comment adapter vos épargnes en fonction de vos revenus. Alors, pour commencer, avant de rentrer dans le détail plus technique et expliquer les différents types de fonds, donc c'est-à-dire l'épargne, il faut savoir, donc comme je l'avais dit avant, on avait des revenus qui étaient très très conséquents avec mon époux. Et donc, l'épargne que je faisais avant n'est fatalement pas la même que celle que on va pouvoir recommencer donc maintenant, puisque je repars de zéro. Et donc, je vais expliquer deux différentes méthodes. Une méthode, on va dire, qui est plus théorique en fonction des pourcentages, etc. Quand on a des revenus qui sont plus conséquents et ou alors qu'on a une consommation qui est vraiment minime, et donc on est frugaliste, hein, et donc là effectivement on peut mettre énormément d'épargne de côté. Ou alors une deuxième méthode qui consiste à budgétiser en fonction des rentrées d'argent qu'on a, les dépenses fixes, les dépenses variables, etc. Enfin, voilà, je vais essayer d'être le plus simple, schématique, concise possible. Si vous avez toutefois des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et j'essaierai d'y répondre au cas par cas le mieux que je peux. Alors, donc c'est parti, on va prendre le bleu. Donc, il existe différents types de fonds. Donc, qu'est-ce que j'appelle déjà un fonds? Un fonds, ça équivaut à de l'épargne. Donc, c'est-à-dire de l'argent que vous allez mettre de côté et que vous allez toucher dans un court terme, un moyen terme ou un très long terme, voire pas du tout pour le fonds d'urgence. Alors, vous avez donc différents types de fonds. Vous avez donc le type urgence. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Le fonds d'urgence, c'est grosso modo, si, comme ça a été notre cas, vous perdez par exemple votre travail, vous avez un gros souci financier, vous devez continuer à payer mais vous n'avez pas de rentrée d'argent, le fonds d'urgence permet de pallier pendant quelques semaines, quelques mois, les dépenses courantes que vous avez au quotidien et pour éviter de devoir faire des crédits à la consommation avec des taux d'intérêt aberrants, surtout éviter au maximum ces crédits-là. C'est quelque chose auquel il faut vraiment essayer de ne pas, enfin voilà, il ne faut pas contracter ce genre de choses. Maintenant, voilà, et parfois on n'a pas le choix, je peux tout à fait comprendre, mais voilà. Alors pour le fonds d'urgence, qu'est-ce qu'on dit? Donc non, je vais passer en plusieurs temps. Je vais d'abord expliquer les différents types de fonds. Donc vous avez le fonds d'urgence et vous avez aussi ce que moi j'appelle le fonds de roulement. Alors le fonds de roulement, c'est un fonds qui permet de payer toutes les factures qui soient mensuelles, trimestrielles, semestrielles, annuelles, voilà. Donc donc ça peut être par exemple l'eau, le gaz, l'électricité, etc. Enfin voilà. Donc ça je vais expliquer plus en détail par la suite. Ensuite vous avez donc ça pour moi, ceci, ce sont les fonds à réaliser en premier. Cela, il faut vraiment le faire parce que ça va vous permettre de ne pas
tomber dans le négatif au niveau de vos comptes courants et ça va vous permettre d'éviter de faire des crédits consommation ou autre type de crédit. Je ne les connais pas tous, mais donc voilà, enfin, c'est à éviter. Ensuite, vous avez d'autres types de fonds qui sont moins, on va dire, ils sont pas vitaux, mais qui sont essentiels, on va dire, pour la vie de tous les jours, pour autant qu'on puisse se le permettre. C'est les fonds, par exemple. Alors là, il y en a tout plein, hein. Vous mettez un petit peu ce que vous voulez, mais on va dire les essentiels, c'est travaux maison, par exemple, travaux appartements, si vous avez des peintures, etc. à renouveler. Vous avez un fonds vacances. Voilà. Donc ça va être de l'économie, de l'épargne mensuelle que vous allez mettre tous les mois de côté pour arriver à la date des vacances et donc pouvoir utiliser cette épargne-là. Et donc voilà, ça c'est quelque chose qui va varier en fonction de vos revenus. Donc on va en revenir. Et puis après, vous en avez encore tout plein, hein. Vous pouvez mettre un petit peu ce que vous voulez. Si vous avez par exemple des animaux et que vous voulez pallier au cas où un jour il leur arrive quelque chose et que c'est des gros frais vétérinaires qui vont être engendrés, vous pouvez mettre un fonds animaux. Alors il y en a certains aussi en, en fonction des pays dans lesquels ils habitent qui mettent un fonds médical qui pourrait venir ici dans le numéro 1. Par exemple, aux États-Unis, voilà, il n'y a aucune couverture médicale et là, ça devient compliqué, effectivement, puisqu'il n'y a aucun remboursement. Donc, ça devient limite du fonds d'urgence chez eux. Ici, en Belgique, on a une bonne couverture. Alors, je ne sais pas pour la France, donc je ne vais pas m'aventurer là-dedans parce que je ne voudrais pas dire de bêtises. Mais en Belgique, on a une bonne couverture. Alors certes, il faut avancer l'argent et puis après, on nous le rembourse. Mais il y a aussi des couvertures complémentaires, hospitalisation, etc. Donc voilà, je pense que ça peut partir dans ce poste-ci qui, moi, je mettrais donc comme secondaire. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est donc de partir d'abord sur le fonds d'urgence et le fonds de roulement. Donc ces deux postes-là, on va vraiment les étudier en détail le plus possible. Et ensuite, on va brièvement parler de ceux-ci. Mais après, je vous le dis, vous pouvez mettre des fonds que vous voulez, hein. Vous pouvez mettre un fonds Noël, un fonds enfant, enfin université. Voilà, il y en a tout plein. Bon, et je vous expliquerai comment moi je table sur cela. Enfin, bon, animaux, j'en ai pas. Excepté pour le moment, là, je garde en pension le chien de ma maman. Mais voilà, c'est juste, elle nous a donné les croquettes, etc. Donc on n'a aucun frais à gérer. Mais donc ces trois postes-là, on pourrait éventuellement, euh, on pourrait éventuellement s'y intéresser. Donc voilà, donc je vous propose qu'on passe maintenant au fonds d'urgence. Voilà. Alors, le fonds d'urgence. Donc, je le renote. Donc, le fonds d'urgence, comme je vous l'avais expliqué, c'est, comme son nom l'indique, c'est uniquement pour les urgences, par exemple, en cas de perte d'un travail, en cas d'énormes coups durs financiers. Attention qu'il ne faut pas confondre le fonds d'urgence avec le fonds de roulement. Donc, le fonds d'urgence n'est pas à utiliser pour des factures d'électricité. C'est vraiment pour... En gros, c'est un fonds sur lequel vous mettez de l'argent tous les mois de côté, mais vous n'y touchez jamais. Le but, c'est de se fixer un montant et d'essayer donc d'y arriver. Alors pas forcément le plus rapidement possible, mais bon, on sait pas quand ça va nous tomber dessus, hein. Je veux dire, nous le Covid, on l'a pas vu arriver. Même si on a eu des aides de l'État, voilà, la société, on a fait faillite. Du jour au lendemain, j'ai plus de rentrée d'argent, j'ai dû payer mes fournisseurs, puiser dans les réserves que j'avais. Et au final, comme j'ai pas pu me payer, bah, ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai dû tous les mois puiser dans mon fonds d'urgence. Et donc heureusement que j'en avais un, parce que c'est ça qui nous a fait tenir pendant un peu plus de 3 mois. Mais voilà, maintenant mon fonds d'urgence, je dois le reconstituer et c'est pas chose gagnée. Alors, donc, au niveau du fonds d'urgence, on dit au niveau de la théorie
alors je bouge les notes que j'avais mises sur le côté, que le fonds d'urgence doit correspondre à 3 à 6 mois de vos dépenses. Alors, 3 à 6 mois, parce que oui, l'idéal c'est 6 et pas 3, mais dans un premier temps, on peut se fixer comme objectif 3 mois. Donc, les dépenses, qu'est-ce que c'est? Ça va être les dépenses fixes, donc votre loyer ou votre emprunt habitation, les factures éventuellement du quotidien, gaz, électricité, mazout, enfin bon, voilà. Ça vous budgétisez et ça doit également remplir vos variables. Alors, le variable, je le mets avec ici un peu entre parenthèses parce que les dépenses variables, fatalement, si vous perdez votre boulot du jour au lendemain, ou que enfin, peu importe, vous n'avez plus de rentrée d'argent, il est certain que vos dépenses variables ne vont pas être ça va pas être le même montant que ce que vous faites actuellement. Si vous dépensez 1000 euros en bouffe, enfin, oui, voilà, j'invente, hein, mais si vous dépensez 1000 euros en nourriture tous les mois parce que vous allez au resto ou vous claquez non-stop, il est clair et net que si vous perdez votre boulot, vous n'allez pas dépenser 1000 euros de bouffe. Voilà, c'est un truc donc ça, c'est quelque chose qu'il faut un peu adapter et voir vraiment quel est le montant, par exemple, au niveau de l'alimentation, au niveau des enfants, enfin, cadeaux éventuellement, et encore cadeaux, je pense pas que ce soit une dépense prioritaire quand on est au fond du trou. Mais bon voilà, quand c'est l'anniversaire de nos enfants, on essaye de leur quand même de pouvoir leur offrir un petit quelque chose, même si c'est difficile pour nous, c'est vrai que c'est aussi difficile pour eux et on essaye de pas trop leur faire subir les aléas de la vie. Mais donc voilà, donc ça c'est 3 à 6 mois. Alors, il y a deux possibilités pour constituer ce fonds d'urgence. La première, qui est à mon sens la meilleure, c'est de mettre un pourcentage des ressources. Voilà. Alors, donc, vous calculez toutes les ressources, donc les rentrées d'argent que vous avez tous les mois. Donc, par exemple, les salaires, les allocations familiales, si vous avez une pension, un complément, un loyer, une rente qui rentre dans vos ressources, vous les calculez et vous mettez un pourcentage. Alors, au niveau des pourcentages, qu'est-ce qu'on dit? La théorie voudrait que les ressources, ça représente 100%. Et donc, il faudrait mettre, donc ça se divise en 3, au niveau du de l'épargne. Ouais, j'aurais dû faire l'inverse en fait. Donc il y a d'abord les dépenses, donc fixes et variables. Ensuite, vous avez les épargnes. Et, mon Dieu, j'ai un trou. Et donc voilà, c'est pour ça que je me trompe. Les dépenses fixes et les dépenses variables. Pourtant, j'ai bien dormi. Donc je ne devrais pas pouvoir me tromper. J'ai pas eu brocante aujourd'hui comme sur la dernière vidéo qui était... mon Dieu, je l'ai vu, c'était un peu cata. Mais comme je vous disais, j'avais la tête dans le pâté, quoi. Alors, au niveau des pourcentages à répartir, donc si vos ressources représentent 100%, les dépenses fixes, elles, ne devraient pas, en théorie, dépasser 50%. Donc, c'est-à-dire votre loyer, l'électricité si vous la payez donc mensuellement et qu'il n'y a pas de dépense, c'est pas une dépense variable, etc. Bon, maintenant avec la hausse des prix, je sais pas vous en France comment ça se passe, mais ici en Belgique, c'est réévalué tous les mois, tous les trimestres, etc. Donc c'est un peu compliqué. Mais bon, les dépenses fixes ne doivent pas excéder 50%. Les dépenses variables ne doivent pas excéder 30%.
D'accord? Donc les dépenses variables, je le répète, c'est donc l'alimentation, ce que vous utilisez donc pour les enfants, pour les sorties, etc. Et donc il vous reste 20% pour les épargnes. Et donc les épargnes, qu'est-ce que c'était? C'est ceci. Donc ceci devrait normalement représenter sur la théorie des pourcentages 20% de vos ressources. Alors après, il faut les mettre dedans. Mais donc, prenons un exemple concret. Vous avez donc, par exemple, on va reprendre encore une couleur. Vous gagnez, on va faire des chiffres ronds théoriques, hein. Clairement, avec 1000 euros par mois, on s'en sort pas. Mais admettons que vos ressources soient de 1000 euros. Ça voudrait dire que vos dépenses fixes ne doivent pas excéder 500, que vos dépenses variables représentent maximum 300 et que votre épargne représente 200 euros. Alors, on est clairement sur du théorique, hein, parce que bon, si on gagnait 10 000, dépenses fixes 5 000, dépenses variables 3 000 et épargne 2 000, bon, voilà, enfin après chacun vit comme il l'entend, mais je pense que voilà, 10 000 euros, on pourrait augmenter cette partie-là. Alors, ensuite, donc il faut, sur ces épargnes, donc avec cette théorie des 20%, il faut redistribuer sur le fonds d'urgence et sur le fonds de roulement. Alors, nous, ce qu'on faisait à l'époque, quand on avait, enfin moi j'avais une grosse rentrée d'argent, donc on a, voilà, confortable, on mettait 10% dans notre fonds d'urgence. Alors vous allez me dire, ça laisse pas grand-chose pour le reste, mais pour le fonds d'urgence, mais ça me permettait, en cas de problème, et c'est ce qu'on a eu, de pallier au plus vite à tout risque futur. Donc, si on a par exemple nos dépenses qui s'élèvent à 500 euros, nos dépenses fixes et nos dépenses variables à 300, on va dire qu'en cas de crise, j'arrive à diminuer ça à 200 euros. Donc, ça me ferait 700 euros. Si je représente 10% de ça, ça fait 100 euros. Ça voudrait dire qu'en 7 mois, j'y arrive. Voilà. Donc, vous voyez, enfin, voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir. Maintenant, comme je vous le dis, plus vous gagnez, plus vous pouvez épargner rapidement et augmenter cette épargne-là. Alors, ensuite, ça c'est pour donc le fonds d'urgence. Donc le fonds d'urgence, c'est quelque chose auquel vous ne touchez pas. C'est interdit. On ne touche pas au fonds d'urgence, sauf si on n'a plus d'argent et qu'on ne sait pas faire autrement et qu'on doit payer nos factures pour ne pas avoir les huissiers sur le dos. Alors, ensuite, on va parler du fonds de roulement. Alors, le fonds de roulement, je vais l'écrire ici. Donc, le fonds de roulement, il y en a qui utilisent d'autres termes que le mot roulement. Donc, c'est vrai que nous, quand on était à l'époque locataire, on avait donc un syndic d'immeubles qui s'occupait donc de la copropriété et c'est un voilà le syndic utilise des fonds de roulement, fonds de réserve, etc. Et c'est vrai que c'est un terme que j'ai toujours du coup gardé et c'est celui que j'utilise pour voilà, c'est le terme technique que j'utilise. Alors le fonds de roulement, donc qu'est-ce que c'est? Ce sont toutes les dépenses que vous allez avoir, donc qui sont mensuelles, trimestrielles, etc. Donc ce que je vous avais dit, et que vous allez devoir donc budgétiser. Alors ça peut être donc l'électricité, ça peut être donc tout ce qui est gaz ou mazout, ça peut être le revenu cadastral de votre habitation, l'eau, etc., etc., etc.
Alors oui, attention que quand je dis, enfin oui, c'est vrai qu'il y en a qui ont dans le fonds de roulement qui n'utilisent pas les factures mensuelles parce que comme elles sont débitées tous les mois, c'est vrai que voilà, votre facture de téléphone ou d'internet, elle sort tous les mois, donc ça vous pouvez la budgétiser directement sur et les sortir sur vos dépenses variables. Mais bon voilà, ici pour mon cas, à moi, l'électricité, comment ça se passe? Ça sort tous les mois, mais j'ai également une régule trimestrielle. Alors avant la crise, la guerre en Ukraine, etc., il n'y avait pas de problème. Ce que je payais tous les mois, c'était calculé pour ma dépense annuelle et donc il n'y avait pas de souci. Mais là, c'est ce que j'avais expliqué dans les vidéos précédentes, on a eu une régule sur le dernier trimestre de 1085 euros. C'est incroyable. Quand on a vu ce montant, on savait qu'on allait avoir, hein, parce que voilà, nos amis, l'entourage, etc., avaient des augmentations aussi, donc on savait que c'était une question de semaines avant que nous on reçoive ce fameux papier. Et je peux vous dire que quand le courrier est arrivé, on, on est tombé, on est tombé sur notre cul, quoi. Enfin, pardon de l'expression, mais 1085 euros pour 3 mois. Or, c'est pas comme si on payait pas notre électricité, hein, donc, enfin, voilà. Donc, on sait pas trop comment on va faire par la suite, mais du coup, ça veut dire que on va devoir provisionner en plus 4000 euros en gros sur l'année, au mieux, parce que c'est si ils continuent pas à augmenter leurs tarifs. Alors, j'ai vu ce matin qu'ils parlaient de plafonner les tarifs, mais bon, avant que les compagnies d'électricité soient d'accord, ici en Belgique, il y a, je vais pas trop rentrer dans la politique, hein, mais c'est un peu, voilà, je te donne ça, tu me rends ça, etc. Et au final, c'est nous qui sommes lésés. Donc, idem pour le gaz et le mazout. Chez nous, c'est le mazout. Voilà, l'État avait voté qu'on pouvait recevoir un chèque consommation donc de 225 euros pour chaque commande, enfin pour une seule fois. Donc dès qu'on passait commande, il fallait remplir un formulaire. Alors nous, on l'a pas encore fait, mais voilà, il y en a encore, il y en a plein qui l'ont pas encore reçu. Donc ils ont avancé cet argent. Ça fait des mois et c'est toujours pas là. Donc, enfin voilà. Donc du coup, c'est de l'argent qu'il faut. Pardon, hein, je m'égare, mais c'est vrai que ce truc-là, c'est un peu tendu pour le moment chez nous. C'est un sujet qui est vraiment alors on se dispute pas avec mon mari, mais c'est chaud quoi. Ça nous inquiète, ça nous stresse énormément parce qu'on ne sait pas vers quoi on va aller. On n'a pas des rentrées d'argent qui sont extraordinaires et donc du coup il faut absolument qu'on puisse pallier à ce fonds de roulement. Alors au niveau du fonds de roulement, ensuite, une fois que vous avez calculé tout ça, vous arrivez à un montant de X par an, fatalement. Et vous allez devoir le diviser en 12 mois. Donc ça va vous donner un montant de Y par mois. Et ce montant-là, celui-là, vous allez devoir tous les mois le mettre de côté en épargne sur votre fonds de roulement. Ainsi, vous pourrez, lorsque vous aurez une facture, la payer sans angoisser et vous dire mince, comment je vais faire pour terminer mon mois sans devoir emprunter ou sans pouvoir honorer cette facture. Alors, la difficulté du fonds de roulement, c'est la première année. Parce que vous allez avoir des factures tout au long de l'année et vous n'allez pas l'avoir au bout du 12e mois. Je m'explique. Vous commencez par exemple au mois de septembre, parce que là on est au mois de septembre. Vous allez peut-être avoir au mois de décembre le revenu cadastral qui va tomber. Pas de bol, le revenu cadastral, ça peut être par exemple, on va dire 600 euros de revenu cadastral, mais vous n'avez pas encore provisionné. Donc là, c'est un peu plus compliqué et donc c'est pour ça qu'il faut parfois, sur la première année, diminuer le pourcentage de votre fonds d'urgence pour pouvoir au maximum atteindre votre fonds de roulement le plus rapidement possible. Ainsi, vous pourrez donc payer tout ceci. Une fois que vous avez atteint une première année de fonds de roulement, donc le fonds de roulement, il va bouger tout le temps, hein, mais ça veut dire qu'une fois que vous aurez ce rythme, vous allez pouvoir rapidement augmenter votre fonds d'urgence. Voilà, j'espère que ça vous aide, c'est assez clair. Alors, vous avez une deuxième méthode
qui est pas celle que je préfère, mais vu les rentrées d'argent pour le moment, c'est celle que nous on applique. C'est en fonction de vos revenus. Voilà. Alors, en fonction des revenus, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez les ressources que vous avez donc calculées. Vous allez déduire vos dépenses fixes. Alors cette méthode, elle fonctionne bien avec des petits revenus, hein. Donc si vous êtes dans le même cas que moi pour le moment, bah, n'hésitez pas à utiliser cette méthode-là parce que celle-là, elle fonctionne vraiment super bien. Donc ressources moins dépenses fixes moins dépenses variables. Ça va vous donner une somme. Et cette somme-là, vous la tapez en épargne en début de mois. Vraiment en tout début de mois. Comme ça, il n'y a pas de souci, elle est mise de côté, vous y touchez plus, c'est bon. Alors, nous, on a fait ce calcul, je l'avais fait en... Allez, je crois que c'était sur ma oui, c'était ma première vidéo. Donc, je vais vous le refaire rapidement ici. On a en rentrée, donc en ressources, donc les ressources correspondent chez nous à 3980,61. Je ne m'attarde pas sur à quoi correspondent ces ressources. Ça, je vous invite à aller voir la première vidéo si vous voulez voir. Au niveau des dépenses fixes, alors avant de remarquer les dépenses fixes, je rappelle que nos ressources étaient beaucoup plus importantes que ça avant. On était à 5 chiffres et donc on était confortable, hein. Mais bon, les dépenses fixes, celles-là, elles n'ont pas bougé. Elles sont à 2423. Et donc, si je fais ces deux-là, alors comment je vais utiliser? On va prendre un orange. Hop. Si je fais donc ça moins ça, j'ai fait mes petits calculs à la base, ça nous fait 1557,61 €. Alors ça, c'est ce qui reste chez nous. Ensuite, on doit déduire encore les dépenses variables. Nous, nos dépenses variables, elles sont de l'ordre de 880 €. Dépenses variables. Elles sont de 880 €. Si je déduis 1557 moins les 880, ça me donne, alors flûte, je ne l'ai pas fait le calcul, donc je suis à la bourre, attendez, je le fais vite. Donc ça, moins 880, ça me donne 677 ou 77 et 61 centimes. Et ça, c'est mon épargne. Alors c'est la mienne, hein, vous, et fatalement, le montant chez vous sera évidemment différent. Mais donc ça veut dire que tous les mois, jusqu'à ce que ça aille mieux, ça, je vais le répartir sur mon fonds de roulement et mon fonds d'urgence. Alors pour le moment, comment on a décidé? Parce que donc on a calculé hein, tout ce qui dépensait sur notre fonds de roulement et notre fonds d'urgence. Alors vu que je suis transparente, je vais vous montrer. Je vais vite vous expliquer. Donc nous, on a au niveau de nos dépenses, on a donc le mazout. Alors le mazout, on a normalement une cuve de... Enfin, c'est pas normalement, on a une cuve de 5000 litres, qui est énorme. Et on ne consomme pas 5000 litres par an. Mais d'habitude, je remplissais pour toujours avoir ce truc-là au cas où il y avait un jour une flambée des prix, ce qui est le cas. Mais là, je vais mettre 1000 litres parce qu'il m'en faut. Et donc, vu le prix actuel, ça va me coûter donc 1200 €. Et donc ça, j'ai divisé en 12 mois, donc ça me représente une dépense de 100 € par mois à mettre de côté. Pour l'eau, alors l'eau, on est à 500 € par an. Donc,
pour le moment, ça n'a pas augmenté comme l'énergie, donc on croise les doigts pour que ce soit le cas encore. Donc là, on est à 41,66 € à mettre de côté tous les mois. Au niveau de l'assurance médicale, donc on est sur une assurance qui n'est pas donnée. Mais bon, c'est pour 4 personnes. Et ça couvre une assurance hospitalisation et dentaire. Voilà. Et donc ça nous représente pour nous 4 1287 € par an. Et donc ça nous fait, je me rends compte, je suis hors cadre, ça représente 107,25 par mois. Hop. Alors, l'électricité. Alors, l'électricité, j'ai décidé de mettre pour le moment, parce que j'y suis pas, mais je sais pas faire autrement, de mettre 250 € donc pour un trimestre. En plus, parce qu'on va augmenter, je pense, nos provisions mensuelles. Et donc, ça nous représente 83,33 par mois. Et ensuite, j'ai mon revenu cadastral. Et mon revenu cadastral, il est de 763 € par an. Fatalement, c'est une seule dépense. Et donc, c'est 63,58 à mettre par mois. Si je fais tous les totaux à mettre par mois de côté, j'arrive à 395 ou 95,82 par mois à mettre de côté. Donc, ça veut dire que si j'ai ici, sur les 677,61, je mets les 395 ou les 95, enfin bon. Est-ce qu'un jour j'arriverai à me positionner sur le 95 ou le 95, je ne sais pas. Savoir que je suis belge, mais j'ai fait toutes mes études en France. Voilà, parce que en fait, pour la petite anecdote, je suis franco-belge, et donc j'ai vécu une partie en France et une partie en Belgique. Alors maintenant, je suis basée en Belgique, mais du coup, j'utilise le 95 et le 95, et donc voilà, j'arrive pas à me positionner sur l'un ou sur l'autre. Mais donc, trêve de bavardage. Ça veut dire que si je mets ça tous les mois de côté pour mon fonds de roulement, pour mon fonds d'urgence, il me reste 281,79 pour mon fonds d'urgence. Et ça va être comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je ne veux pas déroger à la règle parce que 281 € tous les mois de côté, quand on réfléchit, c'est vraiment pas grand-chose. Mais je me dis que dans 10 mois, je serai déjà à 2800 €. Et ça, c'est bien. Voilà, ça veut dire que je peux mettre bien 3000 € tous les ans de côté avec 3980 € de rentrée. Alors certes, vous allez me dire qu'il y en a qui vont me dire, je sais, hein, que c'est pas beaucoup et que comment arriver, sachant que j'ai 2423 € de dépenses fixes à assurer. Eh ben oui, ça veut dire que dans un an, si j'ai nouveau une tuile, je vais, en mettant ça de côté tous les mois, je vais au moins pouvoir assurer mes dépenses fixes. Alors j'aurai pas assuré toutes mes dépenses variables, mais c'est pas grave. Je vais, comme j'aurai aussi mon fonds de roulement, enfin voilà, je sais qu'avec ça, je vais pouvoir tenir quoi. Et puis après, si j'ai la chance de pouvoir retourner dans la profession dans laquelle j'exerçais avant et de recréer ma boîte, ben voilà, peut-être que la vie me permettra d'augmenter plus rapidement mes épargnes et de pouvoir augmenter ces épargnes-là. Et donc ça, ce serait vraiment giga cool. Bon, maintenant c'est clair que tout le monde aspire hein, à avoir plus de thunes pour pouvoir se faire plaisir. Mais ici, moi, j'ai vraiment pallié sur le niveau 1, donc c'est-à-dire fonds d'urgence et fonds de roulement. Alors, en vitesse, parce que je vois que la vidéo, elle dure déjà depuis 34 minutes. Pour le fonds travaux, le fonds vacances, le fonds animaux, fonds médical, enfin tout ce que vous voulez comme fonds, moi j'ai
je vais, comme je suis le système des enveloppes et que je vois que j'arrive à mettre de l'argent de côté en fait toutes les semaines parce que ça marche hyper bien ce système de budget. Enfin voilà, je pense que ça nous convient très très bien. Je vais utiliser, donc normalement fonds de travaux, je vais en constituer un petit. Je pense que je vais essayer de mettre un fonds dans un premier temps hein, de 500 euros, ce qui est déjà pas mal, hein. Mais bon, quand on a une maison, 500 euros, ça peut être, ou pardon, ça peut être vite dérisoire. Mais bon, je me dis au moins si on a une tuile, quelque chose avec la chaudière ou le boiler ou que sais-je, bon voilà, je me dis que ça peut être pas mal. Et donc c'est ce que je vais faire. Et après les vacances, ça j'ai encore aucun objectif de vacances parce que voilà, je pense qu'on peut faire beaucoup de sorties avec les enfants sans devoir payer de l'argent. Je pense que aussi je vais pouvoir peut-être offrir des vacances à mes enfants, mais sans partir moi. Je préfère que me sacrifier entre guillemets, même si c'est un gros terme, mais pour que eux puissent s'amuser. Il y a les stages aussi qui sont organisés par la ville et qui coûtent vraiment pas grand-chose. Et donc, du coup, bon, voilà, je pense que comme ça, on pourra. Mais en tout cas, le fonds numéro 2, enfin, donc tout ce qui est, on va dire, fonds secondaire qui ne correspond pas à l'urgence et le fonds de roulement, ce que moi, je vais faire, c'est que je vais utiliser le système des enveloppes. Donc, dès que j'aurai des sous de côté, bon, alors j'ai effectivement les anniversaires et les Noël que j'utilise aussi au niveau de mes défis, entre guillemets, mais je vais utiliser peut-être une épargne enveloppe vacances ou une épargne enveloppe travaux pour essayer d'arriver à pouvoir offrir des vacances à mes enfants. Mais si j'y arrive pas, bah tant pis, je leur expliquerai la situation, mais en disant que le plus urgent, c'est de pallier à ça, et d'arriver à payer toutes les factures parce que c'est ça qui fait vivre, hein. Et donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, ou donc mettre un petit pouce, mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. J'espère que vous n'avez pas trouvé ça trop rébarbatif et ben, trop chiant, parce que faut dire ce qui est, en fait, hein, il n'y a pas eu, c'est pas ultra dynamique hein, comme vidéo, mais voilà, je pense qu'elle est quand même importante. C'est compliqué hein, de mettre des sous de côté, c'est quelque chose quand on voit de l'argent, et moi la première, hein, quand je vois de l'argent sur mon compte courant, j'ai envie de le dépenser. Je sais pas pourquoi, je me dis, oh bah, je vais aller acheter des futilités, une paire de bottes, alors que, bah, bon sang, enfin, j'en ai déjà une et j'en ai pas besoin de deux, quoi. Mais c'est un truc où je trouve qu'avoir de l'argent comme ça qui traîne sur notre compte, on a tendance à consommer plus pour des choses qui sont peut-être plus futiles. Et clairement, il y a un truc auquel j'aspire et j'espère tendre, enfin voilà, j'essaye au maximum d'y arriver, c'est le frugalisme. Je trouve que c'est quelque chose de nos jours qui a tout son sens, qui est hyper pertinent, intéressant, c'est riche de tout ce que ça peut nous amener. En plus, on peut mettre blindé de thunes de côté du fait d'être frugaliste. Et donc, voilà. J'espère donc que ces vidéos vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous. Et puis, je vous dis à bientôt. Et la prochaine vidéo, ce sera donc le bilan de cette semaine-ci. Bye bye. Au revoir.